Merci à tous d'avoir bravé les grèves pour ceux qui ne sont pas de Marseille. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. On va passer 1 heure et demie ensemble. La conférence va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, je vais rapidement faire un point sur l'économie circulaire et le potentiel de cette nouvelle économie. Ensuite, on aura la chance d'accueillir nos 3 intervenants que je vais appeler tout de suite. Donc Nathalie du fonds Danone Écosystème. On peut l'applaudir quand même. Guillaume Pellegrin, qui est directeur de la start-up Lemonade à Marseille. Et Pierre-Antoine Pluvinage, qui est directeur du développement chez Armor 3D. Et donc, dans ce second temps, on aura la chance de débattre sur le sujet collaboration start-up grand groupe dans l'économie circulaire et d'avoir leur retour d'expérience. Et je suis ravi parce qu'on a à la fois Danone et Lemon Tree, qui sont une grande entreprise et une start-up qui collaborent sur le sujet. Et Antoine, qui a une double casquette, qui vous racontera un peu son histoire, mais qui a été entrepreneur dans un premier temps et qui est maintenant intrapreneur chez un grand groupe. Et puis le dernier temps, ce sera un temps de partage avec vous pour avoir peut-être votre retour d'expérience, parce que vous collaborez peut-être déjà avec des grands groupes et des startups. Ce sera intéressant d'avoir votre retour et aussi vos questions sur le sujet. Je vais commencer cette conférence par ce monsieur-là. Et d'ailleurs, non, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous pouvez lever la main les personnes pour qui la notion d'économie circulaire est parfaitement claire? Parfait, c'est super. Donc l'idée, c'est qu'à la fin de ces 30 minutes, 20 minutes, ce soit parfaitement clair. J'aime bien commencer nos conférences par ce monsieur. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est Ray Anderson, c'est le PDG, c'est l'ancien PDG d'une entreprise qui s'appelle Interface et qui fait aujourd'hui 1 milliard de chiffre d'affaires. Et son histoire est assez intéressante. En fait, dans les années 90, Interface est une entreprise qui produit de la moquette. Son entreprise produit du chiffre d'affaires, génère des profits, et il a une équipe du développement durable nouvellement constituée qui vient le voir et qui lui dit « Écoute Ray, on a envie de mettre en place une stratégie liée au développement durable. Est-ce que tu peux t'emparer de la question ?» Et pour Ray Anderson, qui génère beaucoup de profits avec son entreprise, il se dit que le développement durable, c'est un truc de hippie et que ça ne l'intéresse absolument pas. Un de ses employés lui dit « Ce que je te propose, c'est de lire ce livre. Ça s'appelle The Ecology of Commerce de Paul Hawken. Et ensuite, on en reparle. » Ray Anderson va lire ce livre de Paul Hawken. Et Paul Hawken, dans ce livre, il explique à quel point, si on combine le développement durable et le business, on peut arriver à des performances économiques assez incroyables. Et quelques semaines après, Ray Anderson doit faire une présentation devant l'ensemble de ses actionnaires. Et il commence son discours pour présenter les résultats de son entreprise. Et il commence son discours par « Today, I'm not going to talk about the company. I'm going to talk about Mother Earth because she's in trouble. » Et pendant 1 heure, au lieu de présenter les résultats de son entreprise, il va présenter sa nouvelle stratégie liée à l'environnement et sa mission de faire devenir Interface la première entreprise à un impact neutre sur l'environnement d'ici à 2020. Et en l'échelle de 20 ans, grâce à l'économie circulaire qu'on va voir aujourd'hui, il a fait plus de 40 millions d'euros d'économie. Et c'est pour montrer à quel point l'économie circulaire, au-delà du développement durable, c'est un vrai relais de croissance. Alors pour ma part, je m'appelle Raphaël, je suis un des cofondateurs de la start-up Circulaire. Et Circulaire, en une phrase, on fait le pont entre les start-up porteuses de solutions dans l'économie circulaire et les grands groupes, notamment du CAC 40, qui veulent s'engager dans cette économie vertueuse. Et avec Jules, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 4 ans, au Mexique. C'est donc mon associé. Et à l'époque, on travaillait pour un grand groupe, chez Airbus. Ça n'avait rien à voir avec le développement durable. Jules était responsable de la supply chain et moi, j'étais assistant du CEO. Et notre mission consistait à vendre des avions pour le gouvernement mexicain. Mais l'air de rien, chaque jour, on allait au bureau et on était un petit peu en quête de sens. On avait envie de lancer notre propre projet. Et on avait une thématique qui nous tenait particulièrement à cœur, qui était celle des déchets marins. On est 2 passionnés de l'océan. Et on entendait parler des GIR, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ces continents de plastique qui font plusieurs fois la taille de la France, notamment entre le Japon et l'Amérique du Nord. Je ne sais pas si vous avez vu aussi cette petite vidéo sur Internet qui a pas mal tourné, qui dit qu'au rythme de production actuel, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons d'ici 2050. Et l'idée, c'était de montrer qu'il y a des solutions qui existent pour empêcher cette situation d'arriver. Et assez rapidement, en se penchant sur le sujet, on s'est rendu compte que 80% des déchets qui étaient dans les océans provenaient des continents. Et donc, si on voulait s'attaquer à cette problématique, il fallait prendre le sujet en amont. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur l'économie circulaire et qu'on a décidé de quitter Airbus, de revenir en France et de créer la start-up Circulaire. Avant de rentrer dans le détail de ce qu'on fait, et pour bien comprendre ce qu'est l'économie circulaire, il faut revenir sur l'économie dans laquelle on est aujourd'hui, qui est dite linéaire.
En fait, depuis la révolution industrielle, on s'est développé dans un modèle donc linéaire où on prend les ressources naturelles, on les consomme et on les jette. On était parti de deux postulats. Le premier, c'est qu'on avait des ressources en quantité illimitée, et de l'autre, que la Terre pouvait absorber l'ensemble de nos déchets. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de l'Overshoot Day, le jour du dépassement? L'Overshoot Day, vous le savez sans doute déjà, mais c'est le jour dans l'année où on a consommé l'ensemble des ressources naturelles qui sont à disposition. Et du coup, on commence à consommer une autre planète. Donc l'année dernière, c'était le 2 août, c'est-à-dire qu'à partir du 2 août, on commence à consommer une autre planète en termes de ressources. Très concrètement, ça veut dire que dans 5 ans, on n'a plus d'or, que dans 35 ans, on n'a plus de cuivre, que dans 70 ans, on n'a plus de fer. Donc c'est vraiment demain. Il y a cette problématique liée aux ressources, d'abord, et ensuite, il y a la problématique liée aux déchets. Liée aux déchets, on a vu qu'il y a les impacts environnementaux qui sont importants, mais il y a aussi des impacts économiques extrêmement importants, et c'est pour ça que les entreprises s'intéressent à l'économie circulaire. Le manque à gagner pour les entreprises, juste en termes de gestion des déchets, c'est 70 milliards d'euros par an, c'est l'équivalent du PIB annuel de la Finlande, donc c'est considérable. Et ça, c'est pour vous illustrer un peu le non-sens de l'économie linéaire dans laquelle on se trouve. On s'est rendu on est parti faire un tour du monde, je vais en parler. On s'est rendu au Sénégal, et ça, en fait, c'est un lac. En fait, c'était un lac. Aujourd'hui, c'est des montagnes de déchets. Il faut vous imaginer cette salle remplie de déchets. Et chaque jour, sur ce lac, arrivent 2000 tonnes de déchets au Sénégal en provenance de Dakar. Et du coup, l'eau n'est plus potable à plusieurs dizaines de kilomètres. Et c'est un non-sens quand on sait qu'il a fallu de l'énergie, de l'eau, du capital humain pour produire ces choses-là, et qu'au final, ça finit en décharge avec l'impact social et environnemental que ça a. Et un des waste pickers, donc des collecteurs informels qu'on a rencontrés sur place, nous a dit cette phrase: « Waste is a mistake of design ». C'est-à-dire que si on design en amont un objet pour que ça ne devienne jamais un déchet, on n'arrivera pas à ce type de situation. Et l'éco-design, c'est un des piliers de l'économie circulaire, c'est-à-dire comment je vais penser en amont mon produit pour qu'il ne devienne jamais un déchet. Aujourd'hui, on va parler de solutions. Et la bonne nouvelle, c'est que l'économie circulaire répond à ces deux problématiques. D'un côté, l'épuisement des ressources naturelles, et de l'autre, la production exponentielle de déchets avec les impacts économiques et environnementaux que ça génère. Ça, c'est un graphique qui peut paraître un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'économie circulaire, il y a deux boucles. À votre gauche, il y a le circuit biologique, c'est-à-dire comment utiliser les ressources biologiques qui peuvent se biodégrader pour qu'à la fin de leur utilisation, elles reviennent au sol, elles apportent de la valeur au sol. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les nutriments non biologiques, donc les nutriments techniques, le fer, le cuivre, ce qui ne peut pas être biodégradable. Et l'idée, c'est comment créer une boucle qui va nous permettre de faire que ça ne devienne jamais des déchets. Plus les boucles sont petites, donc par exemple la réparation, la maintenance, plus c'est intéressant et moins ça demande d'argent et d'investissement. Plus la boucle est grande, plus c'est consommateur d'énergie. On voit que la boucle la plus grande dans l'économie circulaire, c'est le recyclage. L'économie circulaire, c'est souvent assimilé au recyclage. Le recyclage fait partie intégrante de l'économie circulaire, mais c'est une transition vers des modèles moins consommateurs d'énergie. Pour recycler, il faut de l'eau, il faut de l'énergie, il faut du capital humain, donc l'empreinte énergétique du recyclage n'est pas forcément toujours optimale. Et l'idée, c'est petit à petit de se rapprocher de ces boucles un peu plus courtes. Si on passait à une économie circulaire, juste en Europe, pour les biens de consommation courante, annuellement, on ferait 630 milliards d'euros d'économies liées aux matières premières. Donc c'est pour montrer à quel point aussi, au-delà de l'environnement, c'est un vrai relais de croissance économique. À votre avis, pourquoi je vous montre cette photo-là ? Pardon ? Exactement. C'est le modèle le plus avancé de l'économie circulaire. En fait, quand on regarde la forêt, chaque déchet produit par certains membres de l'écosystème sont utilisés comme des ressources par d'autres membres de l'écosystème. Et d'ailleurs, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais une des formes les plus avancées de l'économie circulaire, c'est le biomimétisme, c'est-à-dire comment je m'inspire de ce que fait la nature et je replique ces solutions au sein de mon entreprise pour développer un fort impact social, économique et environnemental. Et d'ailleurs, il y a Idriss Aderkan, qui est un conférencier et écrivain, je ne sais pas si vous le connaissez, qui dit que la forêt, c'est comme un livre, et au lieu de lire les solutions qui sont écrites dans ce livre, toutes les solutions dont on est dans la forêt, on est en train de la brûler. J'aime bien cette image. Pour revenir à nous, donc comme je vous disais, on était chez Airbus, et puis on a décidé de quitter Airbus et de partir faire un tour du monde autour de l'économie circulaire. Et on avait vraiment un besoin de se convaincre qu'on avait aujourd'hui toutes les solutions pour mettre en place cette économie respectueuse de l'homme et de l'environnement. Et donc on est rentré en France. Pendant 6 mois,
On a levé des fonds, ça s'est très bien passé. On a levé 100 000 euros auprès de grands groupes et ça nous a permis de partir dans 22 pays pendant plus de 17 mois, rencontrer 150 start-upeuses et start-upers de l'économie circulaire en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Et l'idée pendant ce tour du monde, c'était d'identifier les solutions dans chacun des secteurs et voir si on avait vraiment les solutions pour aller vers une économie vertueuse, communiquer sur ces solutions. Donc dans chaque pays où on allait dans les universités pour présenter les solutions, parce que l'air de rien, les étudiants d'aujourd'hui seront les leaders de demain, donc c'était important de les sensibiliser à cette thématique. Et le dernier objectif, c'était de connecter les startups entre elles, parce que très rapidement, on s'est rendu compte qu'on rencontrait une entrepreneuse qui travaillait sur les déchets électroniques en Inde et qui avait une problématique. Et 2 pays plus loin, on était au Japon, un entrepreneur qui travaillait sur le sujet et qui avait déjà la solution. En les mettant en contact, on arrivait à débloquer la solution. On est rentré en France. Et au départ, l'idée, c'était de créer un réseau international de startups de l'économie circulaire et de les aider à 3 niveaux. À chaque fois, on demandait à ces startups où est-ce qu'on peut vous aider. Et les 3 problématiques qui revenaient, c'était besoin de visibilité, besoin d'être connecté avec des grands comptes pour vendre ma solution, parce que c'est toujours très compliqué pour elles d'avoir le contact au sein de l'entreprise pour pouvoir vendre leur solution. Et finalement, besoin d'être connecté avec des fonds d'investissement qui partagent les mêmes valeurs que nos startups. Et assez rapidement, dans les 6 premiers mois, les grands groupes sont venus nous voir en nous disant « mais ce réseau de startups nous intéresse, on a envie de faire de l'économie circulaire, mais on ne sait pas comment en faire. Et vous, on voit que vous avez un réseau de solutions. Est-ce que c'est possible de travailler avec vous ?» Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait chez Circulaire, c'est connecter ces startups porteuses de solutions avec ces grands groupes qui veulent s'engager dans cette transition vertueuse d'un point de vue environnemental, mais d'un point de vue économique aussi, et de co-créer les solutions de demain. Et c'est pour ça qu'on va parler ensuite de la collaboration startup et grands groupes. Avant de passer à la table ronde, et pour illustrer plus concrètement ce que c'est que l'économie circulaire, j'aimerais passer par 4 exemples qui nous ont marqués pendant le tour du monde et qui expliquent 4 points clés, à mon avis, de l'économie circulaire. Le premier projet, c'est Fairphone. Vous êtes sans doute déjà familier avec cette start-up. C'est une start-up hollandaise. Dans un premier temps, ils ont essayé de faire le premier téléphone éthique au monde. L'entrepreneur qui a lancé Fairphone s'est dit on a tous des téléphones portables, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et il s'est aperçu qu'il y avait des matériaux rares et notamment des minerais qui venaient de RDC et qui provenaient de mines où on exploitait femmes et enfants. Et donc il s'est dit, je vais essayer de faire le premier téléphone portable qui est complètement éthique. Et ils n'ont pas réussi, mais ils ont été complètement transparents sur leur supply chain en disant, voilà, moi ce que je fais, j'ai mon portable, ma supply chain, 60% est éthique, 40% est non éthique, mais j'affiche tous mes suppliers et je montre là où je ne peux pas être éthique. Parce qu'en tant que Fairphone, moi ce que je vends en un an, Apple ou Samsung le vend en un jour, donc je n'ai pas ce pouvoir de négociation. Mais l'air de rien, en ayant cette transparence, même s'ils ne sont pas parfaits, ils ont créé une vraie relation de confiance avec les consommateurs. Et je pense que cette notion de confiance, on reviendra dessus aussi sur la collaboration Startup Grand Groupe, c'est extrêmement important, transparence et confiance. Et le deuxième volet qu'ils ont mis au point, c'est l'éco-conception du téléphone. Et ça, encore une fois, c'est vraiment la clé dans l'économie circulaire, c'est comment je vais designer un produit pour qu'il soit réparable ou réutilisable à l'infini. Et donc ce téléphone, en fait, est fait sous forme de briques. Et dès que vous cassez votre écran ou une pièce de votre téléphone, vous pouvez la changer, la remplacer tout seul. Donc potentiellement, la durée de vie de votre téléphone est infinie. Il y a 60% de composants recyclés. Et voilà, ils vont vraiment en avant et ils montrent, c'est un exemple d'éco-conception. Ça se fait sur un téléphone, mais ça se fait aussi sur un bâtiment. En Hollande, on a vu le parc 2020, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un grand parc industriel qui regroupe un peu plus de 50 grandes entreprises, Samsung, Fox News, etc. Et tous les bâtiments sont complètement modulables. Donc aujourd'hui, ça peut être le siège d'Accor. Demain, le bâtiment sera modulé et ça pourrait être le siège de Siemens. Ça pourrait être remodulé et redevenir un hôtel. Et à la fin de son cycle de vie, au lieu de détruire le bâtiment, on le déconstruit comme un Lego et on peut réutiliser les matériaux. Donc l'éco-conception, c'est vraiment le premier point de l'économie circulaire. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est les matériaux. Aujourd'hui, on utilise principalement des matériaux issus des énergies fossiles, et on sait que ça a un impact considérable sur l'environnement. Donc, dans l'économie circulaire, c'est intéressant de se pencher sur les nouveaux matériaux. Et là, c'est un projet qui nous a particulièrement marqué, qui s'appelle New Light Technologies. C'est une start-up américaine qui est basée en Californie et qui a mis au point un nouveau matériau. Est-ce que vous savez à partir de quoi est fait cette chaise, notamment la partie marron? Est-ce que vous avez une idée? Des algues, ouais, ça aurait pu. Des fibres de bambou, ça aurait pu aussi. En fait, oui, canne à sucre, effectivement. Ça aurait pu être des biomatériaux. Et là, c'est un petit peu différent. En fait, c'est du CO2 et du méthane. C'est assez intéressant. Ils ont mis au point une technologie qui capte les émissions de gaz à effet de serre des décharges, mais aussi des entreprises. Ils transforment ces gaz en bioplastique, et ce bioplastique est 100% recyclable.
Ce qui est assez incroyable, c'est que les bioplastiques, pourquoi ils n'ont pas pu se développer jusqu'aujourd'hui, c'est qu'ils sont généralement plus chers que les plastiques issus des énergies fossiles. Cette technologie permet d'avoir un plastique 100% recyclable à partir de CO2 et il est moins cher que le plastique issu des énergies fossiles. Et ce qui est aussi génial, c'est de se dire que le CO2, on ne le voit plus comme un déchet, mais comme une ressource. Dans la nature, le CO2 est utilisé comme une ressource par les plantes. L'araignée en a besoin pour faire sa toile. Alors, les entrepreneurs de New Light se sont dit pourquoi nous, on ne pourrait pas utiliser le CO2 comme ressource. Et donc, ils ont mis au point cette technologie. Ils ont fait un partenariat avec Ikea aux États-Unis pour vous dire comment ça marche. En gros, il y a l'usine Ikea qui produit ces meubles, qui émet des CO2. La technologie New Light capte ces émissions de CO2, le transforme en bioplastique. Ikea va utiliser ce bioplastique pour faire ses meubles, va les louer. Et en fait, comme ce bioplastique est 100% recyclable, quand ils récupèrent leurs meubles, ils peuvent faire de nouveaux meubles à partir de ce matériau-là. Donc là, on est complètement dans une économie circulaire et un cercle vertueux. Donc, éco-conception, nouveaux matériaux. Évidemment, aujourd'hui, on n'a pas forcément tout éco-conçu, donc on est obligé d'avoir un tri des déchets et du recyclage. Et ça, c'est un projet qui nous a particulièrement marqué. Si le tri est bien fait et le recyclage est bien fait, il y a des opportunités économiques assez considérables derrière. Ça, c'est un petit village au Japon qui s'appelle Kamikatsu, à peu près 1000 habitants. Et pareil, dans les années 90, généralement, tous les villages japonais ou les villes japonaises ont des incinérateurs. Ils récupèrent les déchets, ils font de la valorisation énergétique, c'est-à-dire qu'ils brûlent les déchets, ils en créent de l'énergie. Mais ça coûte extrêmement cher et ce petit village n'avait pas les moyens de mettre à jour son incinérateur. Et ils ont décidé de se fixer une politique zéro déchet. Et donc, en l'espace de 20 ans, ils sont passés de 0% de recyclage à 80% de recyclage. Est-ce que vous savez, vous avez une idée de combien de catégories ils utilisent pour trier leurs déchets ? Qui dit moins de 5 ? Qui dit 10 ? 10 ? Qui dit plus de 10 ? Ok. Qui dit plus de 20 ? Ils trient leurs déchets en 45 catégories. C'est assez incroyable, donc évidemment pas chez eux, mais ils ont un centre où ils rapportent leurs déchets et ils trient ces déchets en 45 catégories. Il y a quelqu'un qui leur explique l'importance du tri et ce que coûte ou rapporte chaque déchet. Et en fait, en faisant ça, ils ont économisé 30% de gestion de coûts liés aux déchets dans leur ville. Donc c'est extrêmement important. Et puis ils ont recréé aussi du lien social. On parlera aussi de comment à travers ces activités d'économie circulaire, c'est aussi lié à l'économie sociale et solidaire et comment on peut recréer du lien social. Donc la partie collecte et recyclage est extrêmement importante. Et finalement, peut-être le dernier point, encore une fois, pour les objets qui n'ont pas été éco-designés, il faut trouver une solution pour donner de l'impact et une nouvelle vie à ces déchets. Et cette personne-là, c'est Gunther Pauli, je ne sais pas si vous le connaissez, on l'appelle le Steve Jobs de l'économie circulaire. Et lui, c'est un magicien, c'est-à-dire que pour lui, tout déchet est source potentiellement de profit. Il a mis en place, sans innovation, à partir des déchets, qui permettent de créer un impact économique assez important. Et je vais en présenter juste une seule. C'est comment, à partir du carton, je fais du caviar. Donc si on savait tous faire du caviar à partir de carton, on ne serait pas là. On aurait lancé notre entreprise de caviar. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et vous allez voir, c'est très malin. À chaque étape, il se fait payer. Donc il va récupérer d'abord le carton auprès d'entreprises. Les entreprises veulent s'en débarrasser. Pour elles, c'est un déchet. Donc il se fait payer pour récupérer ce carton. Ensuite, il va aller proposer un service aux écuries à partir de ce carton-là. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'il y en a qui font du cheval chez vous, ici, mais généralement dans les box où il y a les chevaux, il y a ce qu'on appelle de la paille, mais ce n'est pas extrêmement bon pour les sabots. C'est mieux d'avoir du carton. Donc lui, il propose de remplacer la paille par du carton, et en plus, il collecte le carton et le crottin à la fin, et il remplace ça par du nouveau carton. Donc il se fait payer pour collecter son carton et son crottin. Alors c'est pas très sexy, mais carton plus crottin, c'est le meilleur écosystème pour cultiver ce qu'on appelle les lombrics. Et les lombrics, c'est extrêmement cher. 1 kilo de lombric, c'est plus cher qu'un kilo de veau. Et en fait, pour alimenter un esturgeon, il faut plus de 10 kilos de lombric avant qu'il donne du caviar. Et c'est pour ça que le caviar est aussi cher. Sauf que lui, il a son écosystème pour cultiver ses lombrics gratuitement. Et donc, il nourrit gratuitement ses esturgeons. Et donc, il a une production de caviar à un prix pratiquement zéro. Et à chaque étape, il se fait payer. Il se fait payer au niveau de la collecte de carton. Il se fait payer au niveau des écuries. Les lombrics créent du compost, il revend du compost. Et finalement, il vend son caviar. Donc, c'est comment, à travers une pensée circulaire, à chaque fois, un déchet peut être une ressource, je crée une source de revenus. Et ça, c'est assez intéressant de le voir. Et il a mis en place, encore une fois, plus de 100 innovations qui reprennent un peu cette approche-là. Alors, quand on est rentré et quand les grands groupes se sont approchés de nous en nous disant on a envie de faire de l'économie circulaire, on a commencé à parler avec Interface, Patagonia, Fairphone, qui sont des entreprises qui ont réussi cette transition. Et on leur a demandé mais comment on arrive à accompagner les grands groupes
pour faire de l'économie circulaire. Ils nous ont dit qu'il y a une première étape qui est essentielle, c'est arriver à convaincre le top management et les collaborateurs de la pertinence de ce business model-là. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. Si vous n'arrivez pas à convaincre les gens en amont, vous n'arriverez pas à lancer des projets ou des POC sur l'économie circulaire, des projets pilotes. La deuxième idée, c'est de se dire, et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, on ne peut pas changer Vinci, Suez, Coca-Cola du jour au lendemain, les faire passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire, mais par contre, ce qu'on peut créer, c'est des success stories. Et ces success stories, on est vraiment convaincu qu'on peut le faire en bonne intelligence entre les grands groupes qui veulent s'engager et les startups qui ont des solutions et qui peuvent les apporter aux grands groupes. Et ensuite, comment communiquer de façon assez intelligente sur cette success story et sur ces projets pilotes pour en lancer d'autres petit à petit et rentrer dans un cercle vertueux. Et donc nous, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On agit à ces deux niveaux-là, c'est-à-dire que sur la partie changement des mentalités, on fait régulièrement des conférences au sein des grandes entreprises, mais on les amène aussi directement sur le terrain, rencontrer pendant 1, 2 ou 3 jours, en France ou à l'étranger, des startups de l'économie circulaire. Récemment, on est parti avec le CEO Monde de Decathlon et tout le comité exécutif. Ils étaient à peu près 15 personnes. Et ce qui était assez intéressant de noter, c'est que quand on est parti, il y en a 5 qui étaient plus ou moins convaincus de la pertinence de ce business model. Et pour 10 personnes, c'était du développement durable et ce n'était pas intéressant. Et au bout de 2 jours, après avoir rencontré Interface, Patagonia, Fairphone, Mudgene, le CEO de Decathlon, donc qui est quand même un grand PDG du CAC 40, a fait une présentation devant l'ensemble de ses employés en Hollande. Il y avait 200 personnes et il leur a dit « l'économie circulaire doit être au cœur de notre business model ». Et quand vous avez un grand patron du CAC 40 qui dit ça devant ses employés, on se dit que cette étape de sensibilisation a marché. Et vraiment, c'est la rencontre entre les startups porteuses de solutions et les grands groupes qui a permis cette prise de conscience. Et finalement, et c'est là où c'est extrêmement important, la collaboration startup-grand groupe, l'idée c'est d'accompagner les entreprises dans cette transition et on le fait en trouvant les bonnes startups avec lesquelles ils peuvent travailler pour lancer des projets. Et le club, je ne vais pas en parler, mais on lance aussi un grand club pour les grandes entreprises pour qu'elles réfléchissent ensemble à comment s'impliquer dans cette nouvelle économie. On a lancé la startup depuis 1 an et on ne pensait pas avoir autant de partenaires. Et le constat que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que ça, c'est toutes les entreprises avec lesquelles on travaille. Et au départ, on travaillait avec des entreprises plutôt les directions RSE, les directions communication. Donc, on était plutôt dans une optique de veille, de voir comment ça se passe. Et aujourd'hui, c'est les directions innovation, c'est les business units, avec des gros budgets qui commencent à s'emparer de la question. Et donc, on sent que c'est vraiment une lame de fond qui est en train de monter. Et on sent vraiment que ces entreprises veulent s'impliquer concrètement dans l'économie circulaire. Donc, ça, c'est un constat extrêmement positif. Et avant de passer à la table ronde, je voudrais parler de 2 success stories de collaboration entre start-up et grands groupes qu'on a pu mettre en place. La première, c'est entre Patagonia, cette entreprise d'outdoor qui fait des vêtements pour l'escalade et pour les activités sportives, et Tell.me. Patagonia, dans leurs valeurs, c'est extrêmement important de ne pas do not harm the environment, de ne pas impacter l'environnement et de créer un impact positif au niveau économique et au niveau social. Et une de leurs grosses problématiques, c'était ok, très bien, on éco-design nos vêtements, on les vend à nos clients, mais après, on a du mal à les récupérer pour pouvoir les réparer ou les recycler. Ce qu'ils les avaient mis en place comme solution, c'était juste de mettre des box dans leur magasin pour qu'une fois que vous ayez acheté vos vêtements, vous les rapportiez dans le magasin et ils pouvaient les réutiliser, les réparer et les donner à des associations. Sauf que le taux de collecte était de 2 à 3%. Et on leur a dit, mais en Belgique, on a rencontré une start-up qui s'appelle Tell.me. Cette start-up loue des vêtements pour femmes enceintes et bébés. La fondatrice qui s'appelle Anna est partie du constat que quand on est enceinte ou qu'on a des bébés en bas âge, on va utiliser ces vêtements pendant une durée de vie extrêmement limitée. Donc plutôt que les acheter, pourquoi pas passer à un système de location? Et on leur a dit, est-ce que ça vous intéresse de collaborer avec cette start-up? Et donc on les a mis en contact. Et grâce à cette mise en contact, aujourd'hui, Patagonia loue des vêtements pour enfants. Et ça lui permet de récupérer ces vêtements, de les réparer et de les réutiliser ou de les donner à des associations. Donc là, c'est un bel... Ça a été peut-être un des facteurs clés de succès, c'est qu'on est parti sur une petite échelle, au début juste sur la Belgique. C'est un modèle qui a marché. Et aujourd'hui, Patagonia est en train de réfléchir à comment répliquer ce modèle, peut-être en dehors de la Belgique et un peu partout en Europe et où ils ont des activités. Première success story. Et la deuxième, c'est entre le groupe Accor et Gunj. Quand on était en Inde, on a rencontré un des directeurs d'hôtel à Delhi qui nous dit « Écoute, on a une grosse problématique aujourd'hui, c'est... nos draps. En fait, les gens mangent dans leur lit et en Inde, il y a pas mal d'épices, donc tachent leurs draps. Et quand on les lave, on a toujours ces taches. Donc on paye aujourd'hui une entreprise qui collecte nos déchets. Et on s'est aperçu que non seulement c'était un coût pour nous, mais qu'en plus cette entreprise amenait ses déchets dans une décharge à ciel ouvert. Donc non seulement c'était un coût pour nous, et en plus on a un impact environnemental négatif. Est-ce que tu as une solution?
Et en Inde, à Delhi, on a rencontré un social business qui s'appelle Gunj. Et leur business principal, c'est de réparer des vêtements et de les redonner à des communautés en échange de travaux que font ces communautés pour elles-mêmes, c'est-à-dire construction de ponts, d'écoles, de routes. La monnaie, c'est des habits, c'est pas de l'argent. Alors nous, ça peut nous paraître un peu fou, mais là-bas, en Inde, 45% de la population n'a pas de quoi s'habiller, donc c'est intéressant pour eux. Et on leur a dit, voilà, on a cette source, ce matériau, est-ce que ça peut vous intéresser? Et Gunj nous a dit, mais nous, Banco, on est en train de lancer un programme pour les femmes, c'est-à-dire faire des serviettes hygiéniques réutilisables avec toute une campagne de sensibilisation autour de ce sujet, parce que c'est extrêmement tabou en Inde, et on a besoin de matière. Et donc on les a connectés avec Accor, et aujourd'hui Gunj récupère les draps d'Accor, en fait des serviettes hygiéniques réutilisables pour les femmes, et va les distribuer dans des campagnes rurales avec un impact social et environnemental. Et donc à travers une collaboration entre une start-up et un grand groupe, on a transformé un déchet en une ressource avec un fort impact social et un fort impact environnemental. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur la table ronde. Et du coup, déjà, je voudrais vous dire que je suis ravi et vraiment content de vous avoir autour de la table ronde, parce qu'on va avoir à la fois la vision de grands groupes qui collaborent déjà avec des startups, une startup qui collabore avec un grand groupe, et comme je disais avec Pierre-Antoine, une double vision d'un entrepreneur qui a rejoint un grand groupe et qui est maintenant intrapreneur sur l'économie circulaire. Je vais peut-être commencer par Nathalie. Donc Nathalie, tu es coordinateur de projet pour le fonds Danone Écosystème. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement et donner aussi ta définition de l'économie circulaire? Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je travaille pour le fonds Danone pour l'écosystème. Je vais vous en dire un petit peu plus avec des slides que tu vas nous montrer. Je suis en charge des projets du fonds pour l'Europe en incluant la Russie et les Amérique du Nord et Amérique du Sud. Donc le fonds Danone pour l'écosystème a été créé il y a 9 ans chez Danone pour soutenir des projets de développement durable. Aujourd'hui, on a 71 projets dans le monde, dans une trentaine de pays et 47 business, puisqu'on a différents types d'activités. Et le but de ce fonds est de créer un impact positif social, environnemental, en lien avec nos business. Donc on mesure notre impact en nombre de personnes qui ont obtenu un job, en nombre de personnes qui ont été empowerées, donc qui ont bénéficié d'une formation ou qui ont amélioré leurs revenus, et les bénéficiaires indirects. Donc voilà, le fonds a une dotation de 100 millions d'euros initialement, et on a attiré à date autant de cofinancement sur nos projets que les financements que le fonds a mis lui-même sur les projets. Voilà. Donc nos activités touchent aux activités de Danone, donc tout ce qui est agriculture, protection de l'eau, et donc soins aux personnes, microdistribution et recyclage. Et donc aujourd'hui, j'interviens plus dans le cadre d'un de nos projets, qui est le projet Lemonade, voilà, pour lequel nous collaborons avec la start-up Lemon Tree. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quelle serait, toi, ta définition ou ta vision de l'économie circulaire? Alors, évidemment, l'économie circulaire, d'abord, elle touche à l'agriculture autant que le recyclage dans le monde de Danone, parce qu'on a une grosse empreinte liée au lait. Et si on parle plus particulièrement du recyclage, vraiment, ce qui est important pour nous, et particulièrement pour le fonds écosystème, c'est l'aspect inclusif du recyclage. Donc la formalisation des jobs pour les waste pickers dans les pays en voie de développement, et quand il s'agit de recyclage dans les pays développés, le fait de inclure les personnes par de la formation et les préparer pour l'emploi. Voilà. Ok, super. Du coup, je peux peut-être enchaîner avec toi, Guillaume. Donc, tu es responsable du développement de Lemon Tree et Lemonade à Marseille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors, je suis Guillaume Pellegrin, je représente Lemon Tree, qui est une start-up créée en 2011 par 2 amis d'enfance et qui vise à l'amélioration des taux de recyclage en France, et en particulier dans les zones hors domicile. Par exemple, les entreprises, les campus universitaires, les gares. On propose des bacs de tri, comme ceux que vous allez pouvoir voir aujourd'hui, qu'on a mis à disposition à l'occasion du forum, mais aussi des machines intelligentes qui reconnaissent les emballages qui sont déposés et qui récompensent les utilisateurs pour leurs gestes. Si vous voulez, on a une petite vidéo pour montrer ce que sont ces machines.
Avec Lemon Tree, jamais le recyclage n'a été aussi facile et efficace. L'idée, c'est de rendre acteurs et les entreprises et les utilisateurs. On choisit sa machine en fonction de ses besoins. Êtes-vous plutôt easy, global, liquide, ultra, simply? Plutôt fine, large, manuelle, automatique? On ajoute des options. Façade personnalisable, écran pour diffuser des messages internes, ici. Et on choisit un système d'incitation, ici. Non, à gauche, plus bas, ah voilà, là. Loterie, jetons, tickets, don à une association. Après, eh bien on s'occupe de tout le reste. On installe la machine, on sensibilise, on l'entretient et on collecte régulièrement. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de remplir la machine avec vos bouteilles, vos canettes et vos gobelets. En plus, la collecte des déchets et la mise en filière de recyclage est réalisée par notre filiale d'insertion, Lemonade, qui a pour vocation d'accompagner des personnes vers un emploi durable. Ah oui, et au passage, si vous avez des piles, des capsules, des ampoules, du papier, on prend aussi. Lemon Tree s'occupe de tout ce qui se recycle. Oui, de tout. Grâce à nous, le taux de recyclage augmente, les erreurs de tri sont supprimées et les utilisateurs récompensés. Les déchets sont collectés, centralisés, puis conditionnés pour être ensuite recyclés en matière première. En France, la boucle est bouclée. En quelques années, des centaines de machines sont déjà implantées sur tout le territoire chez tout type de clients. Entreprises, gares, campus, magasins. Alors, pourquoi pas chez vous ? Alors, vous l'avez entendu pendant la vidéo, à l'innovation technologique s'est ajoutée l'innovation sociale, puisque en 2016, Lemon Tree et la Fondation Agir contre l'exclusion, la Fondation FACE, se sont unis pour créer la filiale qui est une entreprise d'insertion, Lemonade, grâce au soutien du fonds Danone pour l'écosystème. Et si vous voulez, j'ai aussi une vidéo très rapide qui présente simplement... Comme toutes les belles idées, Lemonade est le fruit d'une belle rencontre. Explication. Prenez un zeste d'une start-up spécialisée dans le recyclage, ajoutez quelques gouttes d'une fondation d'entreprise engagée dans la lutte contre l'exclusion, terminez par la pulpe d'une grande entreprise, secouez et vous obtenez Lemonade, une jeune pousse de l'économie sociale et solidaire. Une start-up qui cultive les idées rafraîchissantes et innovantes pour faire du bien à la planète et aider ceux dont le parcours professionnel a été parfois en dents de scie. Comment ? En les transformant en Lemonaders. Ça veut dire qu'ils sont remis sur le chemin de l'emploi, tout en étant formés au métier de la logistique du recyclage, collecte, tri et conditionnement. Alors pour récolter à 100% les fruits de cet engagement, faites appel à Lemonade sans modération. Lemonade, recyclons les matières en emploi solidaire. Voilà, pour résumer, on peut dire que Lemon Tree et Lemonade proposent une solution complète aux entreprises pour recycler, pour gérer en fait toutes leurs matières recyclables, en permettant en même temps de l'inclusion de personnes éloignées de l'emploi. Et donc ce sera intéressant de revenir tout à l'heure sur la coopération entre la start-up Lemon Tree Lemonade et Danone et à quel besoin vous avez répondu l'un envers l'autre au moment de l'établissement de ces relations. Du coup, Pierre-Antoine, donc toi, tu vas nous raconter un peu ton histoire, mais tu as cette double casquette d'entrepreneur dans un premier temps et d'intrapreneur. Donc je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai toujours voulu entreprendre parce que j'ai voulu donner du sens à ce que je faisais. Et donc entreprendre était pour moi en tout cas la manière de faire ainsi. Et donc j'ai tout d'abord créé une maison d'édition dans laquelle je publiais des livres pour enfants. Et l'objectif c'était de faire comprendre aux enfants et avec les parents que les différences pouvaient devenir une force. Donc ça c'était le début de mon aventure. Et ensuite j'ai rejoint 3 ans après un groupe nantais qui s'appelle Armor, qui est une vieille entreprise industrielle qui va bientôt fêter ses 100 ans et qui est spécialisée dans la chimie des encres. Donc c'est une entreprise qui est par définition
j'ai envie de dire, pollue et pollué en tout cas beaucoup de par son activité, et qui a décidé à partir de 2008 de vivre une transformation complète interne. Et donc moi j'ai rejoint ce groupe à travers la vision qui était donnée par le PDG, et très rapidement je suis amené à créer une première activité dans le groupe qui avait pour objectif de mettre en place une solution de traitement de nos déchets de cartouches. Armor est une entreprise, donc comme je vous l'ai dit, on est chimiste, on est spécialisé dans la formulation des encres, et notamment en 1922, Armor a créé le papier carbone qui s'appelait l'Armor, et ensuite a développé différentes technologies dans l'impression, les rubans pour machine à écrire, les cartouches jet d'encre et laser pour les imprimantes, et puis notamment aujourd'hui on est leader mondial dans la fabrication des rubans transfert thermique. C'est un consommable que l'on fabrique pour les fabricants d'imprimantes industrielles et qui sert notamment à fabriquer les codes barres. Donc c'est des codes barres, on en voit souvent, mais le ruban on le voit pas tous les jours. Et donc en 2007-2008, j'ai proposé dans le groupe de créer une nouvelle activité qui avait pour objectif de trouver une solution de traitement des déchets de cartouches de nos clients. C'est-à-dire qu'on fait des cartouches à partir de cartouches déjà utilisées. On fait ce qu'on appelle du remanufacturing. On récupère, on démonte, on répare, on re-remplit et on renvoie les cartouches comme si c'était des cartouches neuves. Simplement, 6 cartouches sur 10 ne sont pas réutilisables. Ce qui fait qu'en fait, on crée globalement du déchet qui n'était pas traité. Et donc, on a proposé, en tant qu'industriel, on s'est dit, la logique, c'est pas que le pollueur soit le consommateur. On s'est dit, nous, en tant qu'industriel, on doit apporter la solution. Donc ça a été la première aventure qui a permis de développer des matières premières secondaires issues de ces cartouches. Donc on démonte, il y a une centaine de pièces, on a des plastiques, des métaux, et tout ça a été séparé, trié et renvoyé vers des industriels. Et en 2014, j'ai proposé une autre idée, ça c'est l'esprit d'entrepreneur, alors qui n'arrête pas sans cesse de proposer au groupe des idées, et donc d'aller plus loin et de se dire, ces matières, plutôt que de les renvoyer à des industriels à droite à gauche, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir ? Et donc, en 2014, il y a une nouvelle activité, Armor 3D, et qui a pour objectif de développer des matériaux pour l'impression 3D. Donc, qui est une nouvelle technologie de fabrication additive, qui est en pleine croissance, et qui utilise des matières premières plastiques et qui génère du déchet. Donc, l'idée, c'était de dire comment on peut apporter des plastiques déchets en matériaux pour cette technologie-là. Donc ça, c'est l'aventure aujourd'hui dans le groupe, et qui vit une véritable transformation et qui investit dans le recyclage d'un côté et dans les énergies renouvelables, puisque depuis 2010, on fabrique maintenant à Nantes, là où est le siège du groupe, du film solaire organique. C'est une nouvelle génération de solutions photovoltaïques. C'est pas du panneau, c'est du film, donc il est mince, souple, semi-transparent, et donc on peut le mettre finalement pratiquement partout, là où on ne peut pas mettre le panneau. Voilà, et alors peut-être avant de continuer et de parler de collaboration start-up grand groupe, en tout cas chez Armor c'est la start-up dans le grand groupe, peut-être vous donner un peu selon mon expérience ce que c'est que l'économie circulaire, et je reviendrai à l'étymologie du mot économie d'abord, et après je parlerai de la circularité qui pour moi est encore plus importante. Alors l'économie on dit c'est la bonne gestion de la maison, et on parle en fait de diriger sa vie à travers des activités humaines. Donc ça peut être la distribution, l'échange, la production de biens et services. Et à mon sens, l'économie circulaire, c'est aller identifier le juste besoin en ressources, et d'aller la chercher le plus près possible de là où on se trouve. Pourquoi ? Parce qu'en raisonnant comme ça, on va raisonner de manière assez simple, assez agile, et on va aller au plus facile. Et le plus facile, comme le disait Raphaël tout à l'heure en observant la nature, c'est ça. C'est d'aller chercher les ressources le plus près possible. Donc ça, c'est pour la partie, j'ai envie de dire, économie. Et alors, pour parler de la circularité, moi, j'ai envie de parler d'interdépendance, mais de bonne interdépendance. Alors que je pense que l'économie circulaire, c'est revenir à notre raison d'être, qui est de vivre ensemble. Et le vivre ensemble fait qu'on va regarder ce dont moi j'ai besoin ou pas, mais que l'autre peut avoir besoin, et c'est comment vivre cela ensemble. Et je pense que la notion d'être humain est importante. Oui, c'est vrai, c'est pour la planète, mais la planète pour l'être humain. Et donc je pense que c'est entre guillemets un prétexte, en tout cas ça nous permet de revenir à une notion essentielle de qui nous sommes, des êtres pour vivre ensemble. Voilà, donc je trouve que cette période à venir est extraordinaire. Elle est pleine de ressources, de possibilités, d'espoir, et surtout elle va nous permettre de vivre, de revenir finalement peut-être comme nos ancêtres l'ont vécu au troc, et le troc ça amène à une relation
qui nous amène à consommer ce dont on a vraiment besoin finalement. Exactement. Et du coup, quelque part, l'économie circulaire va nous pousser à collaborer, et d'où l'importance de travailler en écosystème, comme on va le voir par la suite. On a eu la vision de l'économie circulaire de Nathalie et de Pierre-Antoine. Est-ce que Guillaume, je peux revenir vers toi aussi pour avoir ton approche et ton point de vue de start-upper? Oui, pour moi, l'économie circulaire, ça consiste à aider les entreprises et la population en général à repenser un peu sa chaîne de valeur pour que les déchets ne soient plus considérés comme des déchets, mais comme de nouvelles matières premières. Donc, pour moi, ça, c'est la base au niveau de l'économie circulaire. Après, j'ai peut-être une vision liée à la région PACA, parce que je suis marseillais et je dirige une entreprise qui est, une deuxième entreprise qui est en région PACA. Et pour moi, il y a un gros effort à faire ici qui est lié à la captation donc de ces déchets, qu'on ne devrait plus appeler déchets, mais matières premières secondaires. En fait, tu parlais de l'araignée qui utilise du CO2 pour faire sa toile, et donc de l'exemple d'utiliser du carton pour faire du caviar. Parfait, je pense qu'on aura sur ce volet de l'économie circulaire, de l'éco-conception, d'inventer, d'innover pour faire du neuf avec du vieux. Je pense qu'on trouvera toujours des idées. Sauf que si vous n'avez pas récupéré le carton, vous ne ferez jamais de caviar. Donc je pense que c'est cet aspect captation qui est un peu le parent pauvre de l'économie circulaire. C'est que si on n'a pas fléché toutes les matières dans les bons canaux, on n'arrivera pas à faire d'économie circulaire. Donc même si effectivement c'est qu'une partie de l'économie circulaire, cet aspect recyclage, c'est un axe primordial et c'est celui sur lequel, chez Lemon Tree et Lemonade, on veut vraiment mettre l'accent. Donc cet aspect captation. Bien sûr, et aujourd'hui, tout ce qui nous entoure n'a pas été éco-conçu, donc il va falloir pouvoir les recycler. Voilà, donc c'est vraiment l'étape numéro 1 au niveau de l'économie circulaire. Et du coup, tu parlais de cette valeur ajoutée que tu apportes à travers Lemonade et Lemon Tree, qui est la captation, qui était un peu justement le parent pauvre de l'économie circulaire. Et ça va me permettre de passer à la deuxième question, et notamment de rebondir sur cette question avec toi, Nathalie. Pour toi, à quel besoin répond une collaboration avec une start-up, avec les start-up et notamment avec la start-up Lemon Tree? Quelle a été la valeur ajoutée pour toi de cette collaboration avec Lemon Tree, et peut-être d'une façon aussi plus globale dans le fonds écosystème, quelle est la valeur ajoutée et tes besoins de collaboration avec les startups de l'écosystème? En fait, Lemon Tree a vraiment répondu à un besoin qu'on avait à un instant T, qui était qu'on était en panne de solutions pour augmenter le taux de recyclage sur Paris. Parce qu'en fait, Lemonade, la première entité Lemonade a été créée sur Paris. On cherchait des solutions avec ex-éco-emballage, qui est Citeo maintenant. Et on était en panne en fait. Et donc Lemon Tree a permis d'apporter une solution technique, les machines, et un modèle qui est testé avec Citeo depuis maintenant depuis 3 ans. Voilà. Et donc après, dans la capacité à collaborer avec Lemon Tree, on a fait rentrer la dimension d'inclusion. Et donc, on a commencé à travailler avec la FAS, puisqu'il y avait un souhait du fondateur de Lemon Tree de travailler sur les aspects inclusifs, et ça fait partie de l'ADN du Fonds Danone pour l'écosystème. Donc voilà, mais vraiment, très simplement, Lemon Tree a répondu à un besoin à cet instant. Voilà. Et après, on a trouvé avec le Fonds Danone pour l'écosystème les moyens de collaborer ensemble. Est-ce que tu dirais que parce que j'ai l'impression que l'inclusion sociale était très importante dans cette collaboration entre Danone et Lemonade. Est-ce que ça a été, pour toi justement, peut-être un des facteurs clés de succès, c'est de trouver une start-up qui partage les mêmes valeurs et qui peut vous apporter de la valeur ajoutée sur vous, une compétence que vous cherchez à développer et que vous n'avez peut-être pas en interne? Oui, absolument. Et d'ailleurs, il faut rentrer dans le détail de la façon dont on design nos projets, mais on ne fait pas les projets à la place des porteurs de projets dans le Fonds Danone pour l'écosystème. Donc c'est vraiment les porteurs de projets qui les designent, qui les mettent en place, qui font les budgets, qui vont trouver les ressources, etc. Donc de toute façon, le projet n'aurait pas eu lieu si le fondateur n'avait pas eu cette sensibilité, cette volonté. Et après, dans le quotidien, on voit bien que la dimension inclusion sociale nécessite beaucoup d'ajustements sur les business plans. C'est un projet différent d'une entreprise de recyclage.
voilà, et ça nécessite de s'aligner et d'avoir vraiment une vision stratégique alignée tout au long du projet et dans la gouvernance du projet. Donc effectivement, il fallait que l'entrepreneur de cette start-up ait une vision alignée avec celle de Danone et le fonds Danone pour l'écosystème. Oui, peut-être. Tu peux rebondir Sur le versant social, je veux juste souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une entreprise de recyclage qui répond à un besoin technique de Danone et ensuite on met un coup de tampon entreprise d'insertion. Il s'agit vraiment de la construction d'une entreprise, donc Lemonade, avec un projet social qui est très très bien travaillé, à tel point que la Fondation Agir contre l'exclusion est entrée dans le capital de Lemonade à hauteur de 40%, et ce sont les salariés de la Fondation FACE qui ont, avec les fondateurs de Lemon Tree, qui ont conçu le projet d'insertion, qui ont conçu le parcours d'insertion des salariés, d'une partie donc des salariés de Lemonade. C'est-à-dire sur ce versant-là, il y a aussi tout un travail, toute une réflexion, toute une innovation sociale qui a été mise en place. Sur le parcours, je vous cite deux, trois points clés sur le parcours d'insertion qui est original vraiment. Par exemple, il y a un parrainage qui est systématique. La Fondation FACE et les équipes de Danone peuvent faire le lien entre les salariés de Lemonade et des salariés d'une entreprise classique pour qu'il y ait un parrainage systématique. Il y a une rotation sur tous les métiers. Il y a un parcours qui est très dense, qui se fait en 6 mois. Voilà. Tous les curseurs de l'insertion ont été poussés au maximum grâce à l'expertise de la Fondation FACE. Voilà. Donc ce n'est pas juste un à côté du projet, c'est vraiment partie intégrante de Lemonade. D'accord. Et du coup, ça m'amène à cette question, Guillaume, pour toi. Quand en tant que start-up, en tant qu'entrepreneur, du coup, tu as voulu à un moment, avec Lemon Tree aussi, qui était basé à Paris, développer ces activités. Vous avez dû rechercher un partenaire et vous avez trouvé comme partenaire Danone. Généralement, on dit que les collaborations start-up, grands groupes sont toujours assez compliquées, surtout quand il y a potentiellement une rentrée au capital d'un grand groupe chez une start-up. Comment ça s'est fait de votre côté et à quel besoin ça a répondu du côté de Lemonade et de Lemon Tree? Alors le besoin, je pense que c'est évident pour tout le monde. Le premier besoin, il est financier, ce qui nous permet en fait d'avoir bénéficié d'un crédit de signature lié à la solvabilité de notre partenaire. Un effet de levier aussi, puisque le montant de l'enveloppe nous permet d'en bénéficier. Là, on a accès au crédit bancaire plus facilement. Il y a aussi un aspect crédibilité, parce que tu parlais d'aller convaincre les décideurs de ces entreprises du CAC 40. Être associé à Danone via le fonds Danone pour l'écosystème et la Fondation FACE, en fait, ça ne s'est pas fait comme ça, juste sur un coin de table. Il a fallu passer un processus de sélection très rigoureux. Donc le fait de pouvoir annoncer ce partenariat avec Danone, ça montre la crédibilité du projet, la pertinence du modèle. Donc c'est le fait d'être associé à Danone, au fonds Danone pour l'écosystème, c'est un argument quotidien pour moi pour montrer qu'on ne fait pas les choses n'importe comment, de manière improvisée. On a bien travaillé notre modèle et notre projet. Après, peut-être sur les difficultés dans cette mise en œuvre, c'est le pendant de cette rigueur qui a été imposée dans la sélection et qui est imposée au quotidien. C'est que forcément, ça va pouvoir peut-être alourdir un petit peu les process et l'esprit start-up, c'est-à-dire qu'on va avoir un reporting très régulier, forcément, donc cette assiduité, cette précision dans le reporting, que ce soit financier ou dans tout ce qui est suivi de nos salariés. Voilà, ça peut être considéré comme lourd, comme process, mais je pense que c'est assez sain de se retrouver à se poser tous les mois des questions de feuilles de route, de rentabilité. Voilà, c'est une rigueur en fait quotidienne que ça nous impose. Ok, voilà. Merci beaucoup. Toi, Pierre-Antoine, chez Armor, donc c'est un peu différent. Tu es intrapreneur, tu as développé cette activité Armor 3D. Est-ce que tu as dû aussi rentrer dans cette logique de collaboration, peut-être moins vis-à-vis de l'externe, mais plus vis-à-vis de l'interne? Est-ce que tu peux nous en partager
Quels ont été ces besoins et comment tu as pu aussi y répondre pour lancer cette nouvelle activité? Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, puisque créer une start-up dans un groupe, ça amène des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Je pense que là, encore une fois, il y a cette bonne interdépendance, c'est-à-dire qu'on reconnaît et on comprend qu'on se complète et qu'il y a des besoins que l'un peut apporter à l'autre. On vit dans une époque où tout va de plus en plus vite, grâce notamment aux nouvelles communications et aux nouvelles technologies. Il y a aussi à côté de ça une urgence d'un point de vue environnemental à trouver des solutions. Et c'est vrai que les startups innovent, vont très vite et innovent dans les domaines notamment de l'environnement et du développement durable. Et le grand groupe, je parle pour Armor en tout cas, qui a bientôt 100 ans, qui aujourd'hui s'assoit sur des activités qui datent de dizaines d'années, a besoin de cet esprit start-up, c'est-à-dire innovante dans des domaines de nouvelles technologies et qui va vite. Alors oui, le groupe apporte le cadre, une certaine structure et les finances, mais en face de ça, et moi c'était la condition pour créer cette activité dans le groupe, la condition c'est qu'on puisse aller vite. Un exemple qui est parlant, qui n'a pas été simple mais qui a pu se faire, et encore une fois parce qu'il faut avoir un patron visionnaire, mais en une réunion de 3 heures, pour cette start-up, on a été capable de débloquer des fonds. Dans la réunion, il n'a pas fallu attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc je pense que le groupe apporte cet avantage s'il est réactif d'un appui financier. En face de ça, le groupe est conscient que s'il ne s'appuie pas sur une start-up ou un esprit start-up, il peut continuer à faire le business qu'il a fait depuis des dizaines d'années et puis en rester là et puis finalement disparaître alors que c'est une entreprise d'une certaine taille. Donc pour moi, c'est clé. On reparle de nouveau d'interdépendance entre les deux. Il faut simplement reconnaître là où l'un peut apporter à l'autre. Voilà. Une fois que ça c'est dit, c'est pas simple. C'est vraiment une remise en question quotidienne. Et on a vraiment 2 exemples dans le groupe qui sont criants. En 2008, donc, a été créée une activité, je vous le disais, où on fabrique du film solaire organique. Et là, pour répondre à cette transition énergétique, notre objectif, c'est de développer un film qui permet d'apporter l'énergie à travers le soleil. Ça n'a pas été fait en mode start-up. C'est une activité qui a été démarrée en 2008. À côté de ça, l'activité Armor 3D qui revalorise des déchets plastiques pour faire des matériaux pour impression 3D a été créée il y a 2 ans. On est quasiment plus avancé aujourd'hui en 2 ans d'activité de cette start-up que l'autre qui a 10 ans. Alors que pour moi, le solaire, c'est planétaire. Pour moi, c'est un sujet qui concerne tout le monde et qui doit aller très très vite. Voilà. Et je pense que c'est un bel exemple. On tire un peu les leçons des bonnes choses et des moins bonnes choses dans le groupe. Et là, il y a une grosse remise en question qui est en train d'être faite. Et de ce fait, on est en train de tourner, de switcher cette activité solaire dans un autre mode de fonctionnement. Parce qu'on se rend compte qu'il y a le groupe qui est là, qui peut apporter certaines choses, mais qui a des limites sur d'autres aspects. Et si on avait réalisé ça il y a 10 ans, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Voilà, mais après, donc ça c'est clé. Et on le vit de l'intérieur. Je ne sais pas si c'est plus facile ou plus compliqué quand ce sont des structures à part, mais on se rend compte que c'est une prise de conscience quotidienne de se dire quels sont nos objectifs et comment on peut y aller ensemble. Tu parles de prise de conscience. Je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui vis-à-vis des grands groupes et des startups qu'il faut coopérer. Il y a la French Tech qui a fait une étude récemment, qui est venue poser des questions aux grands groupes du CAC 40 et qui leur a dit: est-ce que vous sentez que c'est un axe stratégique de développement que de coopérer avec les startups? Sur les 45 grands patrons interrogés, plus de 80% ont répondu oui, on est extrêmement intéressé et oui, on est impliqué au jour le jour dans la coopération startup grand groupe. Donc ça y est, tu parles de légitimité, ça y est, la collaboration entre ces 2 acteurs qui, il y a quelques années, ne se parlaient pas forcément et n'avaient pas forcément les éléments de langage, ce n'est pas encore le cas, mais souhaitent vraiment collaborer et il y a une réelle dynamique. Plus de 50% des entreprises de CAC 40 ont des labs où ils incubent des startups et ils essayent de petit à petit s'approprier ces innovations, cette souplesse, cette agilité à travers les startups. Mais en même temps, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que dans leur budget total, les dépenses des grands groupes liées aux startups, c'est 0,1%. Donc c'est encore minime et on est au tout début. Donc certes, la légitimité est là, mais pourquoi ça ne va pas plus vite? C'est parce qu'il y a certains freins. Et du coup, j'aimerais bien avoir aussi votre retour là-dessus. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la collaboration entre les startups et les grands groupes n'avance pas aussi rapidement qu'elle le devrait? Et vous, au sein de vos activités, quel est votre point de vue
dans une grande entreprise, mais aussi au sein des startups. Il y a eu la notion de temps, de temporalité qui a été citée. Nathalie, je te propose de commencer sur... Alors peut-être une réponse en 3 points. D'abord, je pense que l'urgence qu'on a à réagir sur le réchauffement climatique et du coup la nécessité d'avoir des actions qui sont plus efficaces sur l'économie circulaire, je pense, devient évidente. Et avec ça, la nécessité de coopérer à tous les niveaux, que ce soit sur le public-privé ou de casser les silos, changer les organisations des entreprises. Enfin bref, voilà, le temps est au changement et à la collaboration. Et je pense que maintenant, on se doit de trouver des moyens de collaborer avec tous les types de structures. Et pas seulement les startups, mais aussi le public, par exemple. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, en ce qui concerne Danone, il y a une vraie accélération du coup sur les moyens qui sont mis pour faciliter la collaboration avec les startups. Donc il y a Manifesto Venture, un manifesto qui a été sorti et avec derrière des structures R&D qui sont mises en place pour identifier les bonnes startups. On participe à des événements, etc. Donc je vois une accélération en interne de l'entreprise. Le fonds Danone pour Communities investit dans des startups là où d'autres fonds d'investissement n'investissent pas parce que le risque est trop important. Donc quelque part, il y a la notion de est-ce qu'en tant que grosse entreprise privée, on doit investir sur des startups qui sont plus à risque pour accélérer la transformation. Et je pense que c'est clairement la direction que Danone prend sur certains aspects. Voilà. Et le troisième, c'est que par le fonds Danone pour l'écosystème, on voit que nous jouons un rôle de traduction entre les startups et les grosses structures, avec une forme de mécénat de compétences en interne aussi, où on met les dirigeants des startups en contact avec nos general managers des business qu'on a dans les différents pays. Et ça fonctionne à partir du moment où on arrive à faire cette mise en collaboration, où la gouvernance est claire et où les entreprises arrivent à caler leur mode de fonctionnement. Il faut laisser sa liberté et son énergie à la start-up. Et en même temps, il ne faut pas qu'on oublie finalement toute la connaissance et la force de frappe que le grand groupe peut apporter. Et donc voilà, ce sont des modèles qui restent à inventer, mais clairement l'accélération est là, moi je la vois venir. Et on est en avant-garde avec le fonds pour voir comment ça se passe et ce sera de plus en plus présent. Je peux témoigner que sur tous les projets que je suis en train de développer sur le recyclage, par exemple sur la Russie, il y a 5% des matières qui sont recyclées. Enfin, là, tu parlais du Sénégal, mais en Russie, il n'y a que 5% des matières qui sont recyclées, quoi. Il y a l'équivalent des Pays-Bas en décharge à ciel ouvert. Voilà, et c'est quand même une économie mature. Il y a un gouvernement qui est en place, il y a des grosses entreprises qui sont en place. Donc voilà. Mais il y a aussi des startups et on connecte avec eux pour essayer de créer cette émulation en fait, au niveau territorial pour que la collaboration fonctionne. La startup fait partie du maillage nécessaire pour une collaboration efficace sur l'économie circulaire. Voilà. Et le fonds Danone Ecosystem qui a pris des participations dans plusieurs startups et qui développe ses activités avec plusieurs entrepreneuses et entrepreneurs, doivent, j'imagine, faire face à certains défis. Le premier, c'est la confiance et la transparence. Comment tu arrives à créer cette atmosphère propice à la collaboration entre une start-up et un grand groupe? Je pourrais rebondir sur ce que disait Guillaume. C'est vrai que le reporting, ça fait partie de la base. Avoir pris des engagements en contrepartie d'un investissement de la part du fonds, enfin, d'un investissement d'un don de la part du fonds. Voilà, quand on démontre tous les 6 mois qu'on est en ligne avec ce qu'on avait dit, c'est déjà la base pour la confiance. Et ensuite, il y a la connaissance mutuelle via c'est la gouvernance, donc les réunions qui permettent de mettre les gens en contact et d'expliquer que chacun apporte sa connaissance. Donc voilà, ça se construit, c'est long. Après, moi, hier, j'étais dans l'entrepôt de Lemon Tree qui vient de s'ouvrir et j'ai pu voir physiquement les balles de plastique qui ont été collectées, les machines qui vont être posées, les équipes. Voilà, on a Nicolas dans la salle. Voilà, la confiance, cette transformation, elle repose sur les hommes aussi, individuellement, et on ne fera pas l'économie de rentrer dans le détail de ce qu'a chacun fait pour comprendre et avoir confiance dans ce qui se passe. Donc voilà, même si c'est un grand groupe, on doit aller sur le terrain, comprendre les gens, leur motivation, et aussi être inspiré. Voilà, moi je suis inspirée par ce que font les fondateurs de Lemon Tree et les gens qui s'engagent dans l'économie circulaire au quotidien. Et je suis
tellement heureuse de travailler dans ce secteur et d'avoir l'opportunité de voir tout ça. Donc la confiance, elle se construit. Voilà. Guillaume, tu veux rebondir? Oui, je peux rebondir parce que pour moi, un des facteurs clés de succès, c'est qu'on partage, donc évidemment, les mêmes valeurs. Enfin, on partage un certain nombre de valeurs, côté environnemental, social, l'innovation technologique. Mais il y a aussi le fait de construire ensemble un projet qui n'est pas juste un test. Par exemple, là, notre collaboration, il ne s'agit pas de faire un test sur des machines dans un quartier. Il s'agit d'un projet sur 5 ans de création à Paris, puis essaimage à Paris, donc Marseille, Lyon, puis d'autres villes. Donc création et essaimage sur 5 ans. C'est un projet qui s'inscrit quand même sur la durée. Donc voilà, pour moi, ça fait partie des choses à partager, le fait de construire un projet ensemble. Donc tu parles le droit à l'ajustement aussi. Hein. Tu parles mais ça c'est extrêmement important, c'est la capacité d'engagement d'un grand groupe vis-à-vis de la start-up. On sent, et d'ailleurs généralement quand on parle avec les grands groupes, leur logique de coopération avec les startups, c'est tout d'abord de partir faire un POC, c'est-à-dire un projet pilote à petite échelle, voir si c'est possible de le répliquer ensuite à grande échelle. Et généralement, un des freins des startups, c'est justement juste faire un POC et ne pas s'engager sur le long terme. Et donc pour toi, un des facteurs clés de succès, c'est aussi cette confiance qu'apporte le grand groupe et cette capacité d'engagement sur le long terme vis-à-vis d'une collaboration avec Lemon Tree et Lemonade. Bien sûr. Après, pour être transparent, il y a aussi qui aide à la collaboration, il y a le fait de cadrer les choses juridiquement. Ça aide aussi à la transparence, bien sûr. Mais là, sur cette question de temps quand même assez long, c'est primordial. Ça rassure tout le monde, toutes les équipes, le fait d'avoir un financement pour pouvoir laisser le projet démarrer de la meilleure manière possible, c'est primordial. Est-ce que tu as identifié, donc toi tu es en pleine coopération avec le groupe Danone, quelque chose qui est régulièrement, on en a parlé tout à l'heure, c'est la temporalité, c'est la souplesse, l'agilité du grand groupe par rapport à la start-up. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que tu as identifié comme potentiellement un frein? Et si oui, comment tu as réussi à justement à t'accorder avec ce grand groupe, à générer cette souplesse aussi de leur part? D'un point de vue start-up, quel conseil tu pourrais donner pour gérer ce défi auquel on est quelque part tous confrontés en tant que start-up? Pour moi, c'est pas un frein. Je veux dire, comme je vous l'ai dit, le fait de faire du reporting, ça fait partie du boulot et ça fait partie d'une bonne gestion d'entreprise. Après, on peut aller peut-être plus loin en se disant que pour que ça marche, là on parle de 5 années de démarrage de l'activité, pour que ça marche, il faut aussi qu'il y ait un investissement des deux côtés et qu'il y ait des personnes mobilisées sur le sujet de la coopération. Il faut qu'il y ait des personnes qui soient à temps plein pour chez Danone, une personne qui suit le sujet Lemon Tree, Lemonade au quotidien. Chez FAS, il y a des personnes qui sont là pour suivre au quotidien les parcours d'insertion, leur spécificité dans chaque nouvelle ville d'implantation. Voilà, c'est juste se dire que c'est pas l'arrivée d'une grande entreprise, c'est pas juste un chèque qui a été signé et qui nous permet d'ouvrir des portes ou un réseau de contacts. Non, c'est vraiment un travail au quotidien avec des personnes mobilisées sur le sujet. Pierre-Antoine, toi, du coup, dans le lancement de l'activité et notamment le développement d'Armor 3D, alors toi, tu l'as vécu plus de l'intérieur en tant qu'intrapreneur, mais du coup, tu as eu cette certaine souplesse, cette certaine agilité, le fait de faire bouger les lignes en interne. Qu'est-ce que tu as analysé comme frein? Parce que j'imagine que c'est comme une grosse structure Armor, qu'il a fallu aussi changer les mentalités et réussir à embarquer l'ensemble du management autour de ce projet-là. Est-ce que comment tu as réussi à craquer un petit peu ces freins? Je me souviens quand la première fois j'ai parlé du mot start-up dans le groupe, ça faisait rigoler. Donc déjà, je n'étais pas pris au sérieux. Start-up, c'était un concept,
Et je pense que les chiffres que tu révélais tout à l'heure sur la collaboration entre start-up et grands groupes montrent quand même qu'il y a eu au départ, en tout cas, un effet de mode, un peu comme dans l'économie circulaire, le développement durable. Ça fait bien de collaborer avec une start-up. Tiens, je travaille avec une start-up, je paye pour voir. S'il y a des choses qui m'inspirent, ensuite je les reprends. Mais il n'y avait pas véritablement cette envie de construire au départ. Et là, c'est vrai que chez Armor, il n'y avait pas cette envie au départ. L'idée est amenée. Et ensuite, c'est vrai que je me souviens encore, il y a même des activités qui sont des activités récentes dans le groupe. Quand on leur parle de start-up, ils disent mais nous on veut pas entendre parler de start-up. Nos clients, pour eux, la start-up c'est péjoratif, c'est récent, c'est pas sérieux. On veut pas rentrer dans ce concept-là. Donc déjà ça c'était le premier point de départ. C'était de dire mais non, mais faut aller au-delà des mots. Donc ça c'est la première chose. C'est vrai qu'on vit un paradoxe chez Armor, c'est-à-dire qu'on a un grand groupe, qui met du temps à changer, à bouger. Ça, c'est une chose. La start-up, par définition, elle va vite. Elle innove, elle a besoin d'aller vite. D'un autre côté, le grand groupe, il attend un retour rapide. Il va mettre de l'argent, il va aider la start-up à se développer, il va mettre de l'argent, et paradoxalement, là où un grand groupe va lentement, il va attendre un retour rapide de son investissement. Mais la start-up, elle met en place des solutions rapidement. Après, le retour sur investissement, il n'est pas forcément aussi rapide. Et donc, c'est vraiment l'avantage de la start-up. Et je pense que pour faire face à ça, je pense que ce qui est important, c'est qu'à la fois le grand groupe et la start-up, mais c'est réciproque. Je pense que c'est pas que dans un sens. Il ne faut pas que la start-up, parce que c'est nouveau, c'est new tech, c'est agile, on est les plus forts et on est mieux que le groupe. Je pense qu'il faut, il y a quand même un travail d'humilité réciproque à faire, qui consiste à dire le grand groupe peut m'apporter à moi start-up, et puis le grand groupe, ils reconnaissent les qualités de la start-up et que on comprenne bien que c'est ensemble qu'on va pouvoir avancer. Et je pense qu'il y a un peu un choc de culture. On parle de choc de culture entre les jeunes, les nouvelles générations et puis les générations plus anciennes. C'est vrai, dans les entreprises, on vit ça. Pour moi, il y a les startups qui sont les jeunes générations et puis les groupes qui fonctionnent sur un mode que l'on connaît, grand groupe, depuis des années. Et je pense qu'il faut comprendre nos cultures réciproquement et voir en quoi elles peuvent apporter aux uns et aux autres. C'est pas l'un ou l'autre, c'est ensemble. Et je pense que c'est le même combat au sein d'une entreprise. Et donc ça passe à travers l'individu. Je pense que Nathalie le disait, encore une fois, c'est pas juste ces structures juridiques qui font face, c'est quand même des hommes qui viennent avec des idées, qui ont des envies pour vivre des aventures, et je crois que c'est les individus qui effectivement doivent mettre en avant leurs idées, les partager, échanger et travailler ensemble. Donc il y a vraiment un parallèle, je trouve, entre ça, et c'est normal, et heureusement c'est une bonne nouvelle, puisqu'on est, encore une fois, je reviens à l'être humain qui est quand même à l'origine de ces entreprises. Voilà, et encore une fois, c'est un travail de tous les jours. C'est pas gagné, mais c'est intéressant. Et toi, du coup, comment tu disais, c'était assez intéressant qu'au départ, le mot start-up, Armor ne voulait pas en entendre parler. Tu as quand même fait un gros travail à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu as utilisé comme moyen pour convaincre de la pertinence de monter une start-up en interne ? Est-ce que c'était mettre en avant l'agilité et les nouveaux services que pouvait développer cette start-up ? Est-ce que c'était le partenariat win-win que pouvait dégager Armor avec une nouvelle activité ? Sur quoi qu'est-ce que tu as mis en avant pour convaincre en interne de la pertinence d'une collaboration comme ça ? Je crois qu'après, ce que je disais, c'est que c'était un mot qu'il fallait aller au-delà des mots. Donc après, c'est les actes. Donc c'est dans les actes au quotidien. Je crois qu'à travers cette activité notamment, on est en train de... Forcément, en tant que start-up, on est très digital. Donc on utilise les nouvelles technologies, ce à quoi le groupe n'est pas habitué. Et le groupe, quand il voit que la start-up amène des nouvelles choses en interne, notamment des outils digitaux, on a mis en place de la vente en ligne, donc avec un site internet, avec une communauté sur la toile. C'est quelque chose qui n'existait pas du tout dans cette vieille entreprise chimiste. Et je pense qu'ils ont vu les bénéfices et les bienfaits que ça pouvait avoir sur l'ensemble du groupe, et que là où on agissait au nom de la start-up, ça avait une répercussion sur le groupe, et que ça a amené aux gens à voir différentes choses, à apprendre d'autres choses, à voir différemment, et pas que à travers les activités, mais à travers la vie du quotidien de l'entreprise, parce qu'on a un certain lien. Il y a des services transverses avec lesquels on travaille, des services marketing avec qui on discute et on partage, et en fait on partage nos bonnes pratiques, nos idées. Et en fait, ce qui a vraiment bougé chez Armor, et à travers cette expérience-là, on parlait d'Armor de silos. On a des groupes, des activités historiques sur le ruban transfert thermique et les cartouches. C'est des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne se parlaient pas.
il y avait des silos dans l'entreprise, on multipliait tous les services. Et là, on est en train de les casser depuis quelques années, ça fait bizarre, mais pour travailler tous ensemble. Et donc, en fait, la start-up, les outils et toute cette nouvelle pratique et cet esprit est en train d'aider à casser ça en interne pour ensuite mieux travailler ensemble et mieux servir finalement les enjeux de notre société et les besoins de nos clients. Parce que c'est ça, avant tout, la clé, et qu'on a perdu de vue finalement. On a l'impression qu'on travaille en interne pour nous, pour développer des choses qui nous intéressent que nous. Mais la finalité n'est pas là et on est en train de se rendre compte qu'il y a autre chose, qu'il y a un marché, il y a des besoins, des enjeux, hein, comme je le disais, la transition énergétique à laquelle on veut vraiment participer, et puis des clients surtout qui ont des besoins. Et donc tout ça, cette transformation qu'on est en train de vivre permet de changer tout ça. Et ça casse ces silos et ça permet de mieux travailler ensemble. Donc là, cette start-up a vraiment permis au groupe, et à travers des actions concrètes et des changements à notre niveau, à aider le groupe à se transformer. Merci beaucoup. Du coup, peut-être juste avant de passer à vos questions, vos retours d'expérience et peut-être que vous souhaitez partager avec nous directement, que vous soyez start-upper ou grande entreprise, j'aimerais bien faire un dernier tour de table pour savoir quels conseils ou quels facteurs clés de succès vous pourriez donner, de par votre propre expérience, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Peut-être en commençant par toi, Guillaume, en tant qu'entrepreneur. Pour toi, quel est le facteur clé de succès principal dans une collaboration avec un grand groupe, et quels conseils tu donnerais aux startups qui veulent se lancer dans une coopération avec une grande entreprise? Pour moi, c'est une affaire de personnes. Donc c'est de se retrouver autour de valeurs et d'un projet construit ensemble. Je pense que c'est cet enjeu-là qui est important. De pas juste dire on a un intérêt commun et on signe en bas d'une page. Et voilà, c'est juste construire un véritable projet commun. Donc toi, concrètement, ce serait identifier le bon interlocuteur. Ah oui. Ça signifie qu'il faut se retrouver, il faut identifier la bonne entreprise qui va partager des valeurs et un objectif commun. Ouais. Et ça, toi, au sein de Lemon Tree et Lemonade, est-ce que ça a été assez simple, ou vous avez pris du temps pour trouver cette entreprise? Comment ça s'est... Alors, historiquement, Lemon Tree et Danone se cherchaient, se connaissaient, mais peut-être Nathalie sera mieux placée que moi pour décrire cette symbiose qui s'est faite. Ils ne savaient pas comment travailler ensemble. La formulation était compliquée à trouver, et c'est via le fond. Ouais, je crois qu'il y a eu un tilt au moment où on a vu qu'on était aligné sur l'impact, l'aspect inclusif en fait, comme un catalyseur, quoi. Voilà. Les gens se connaissaient, donc moi je dirais que soit il y a une connaissance, un réseau qui est déjà existant, et puis tout d'un coup on voit qu'il y a vraiment un projet commun qui match, qui va permettre de définir un projet avec un impact précis, une certaine ambition, etc. Et donc là, l'alliance, elle se fait automatiquement, et après elle se construit. Soit sinon, et c'est vrai que c'est la difficulté de nos grands groupes, tout le monde n'est pas dédié à l'économie circulaire et à le fait d'identifier des startups, donc il faut identifier les bons contacts. Et on a chez nous et dans toutes les entreprises des personnes qui sont dédiées à ça, donc voilà, qu'il faut contacter et parler du projet. Voilà. Les entrepreneurs startups, pour nous, c'est des gens aussi qui ont l'énergie et la créativité pour porter des solutions auxquelles nous on n'avait pas pensé. Donc il ne faut pas hésiter à montrer votre énergie pour les start-upers. Voilà. Donc une start-up qui voudrait coopérer avec Danone, si tu devais leur donner quelques conseils, c'est 1, partager les mêmes valeurs que l'écosystème de Danone, et 2, répondre à un besoin ou au développement d'un service que Danone cherche à développer aujourd'hui. Ouais, mais en même temps, quand tu gères une start-up, tu ne peux pas savoir quel va être le point d'intérêt business de Danone sur des business dans je ne sais combien de pays, etc. Donc mon premier conseil, ce serait d'abord de vraiment travailler le discours sur l'aspiration réelle. Quelle est vraiment la motivation de cette start-up? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Parce que ce qui compte, c'est le projet. Et l'ambition. Et ensuite, une fois que cette ambition elle est claire et qu'on se rend compte qu'elle est partagée, alors là, s'il y a un besoin, ça viendra automatiquement. Et il y a des gens dans chaque organisation, des grandes entreprises, qui sont payés pour identifier ces startups-là, ou en tout cas pour monter des projets. Donc c'est ces gens-là qu'il faut repérer, avec qui il faut avoir des conversations. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de parler de ce en quoi on croit vraiment. Il faut trouver le moyen de le faire. Voilà, il faut pitcher. Ouais, vas-y. Ouais,
peut-être une crainte qu'on peut avoir en tant que start-upper, c'est de se dire on va s'associer à un grand groupe et ça va nous fermer des portes, de fait. Juste vous dire que dans le cas de Lemon Tree, on n'a pas eu ce problème-là parce qu'on touche à l'environnement. Le fait d'être sur le domaine de l'économie circulaire, c'est tellement partagé comme sujet. Le fait d'être associé à Danone nous a jamais fermé les portes de Coca-Cola ou Nestlé. Voilà. Et on est ouvert en fait à créer d'autres types de projets avec d'autres grands groupes parce qu'on parle d'un sujet qui est trop sensible pour se dire ben non, on travaille qu'avec Danone. Voilà. Et je pense que Danone, c'est la même chose. Cherche toute start-up qui répondra à ces enjeux identifiés. Donc c'est win-win pour chacun, mais pas marié pour la vie et laisser la liberté, que ce soit du côté de la start-up ou du côté du grand groupe, de coopérer avec d'autres acteurs. Et du coup, Pierre-Antoine, le mot de la fin, toi, quel serait le facteur clé de succès ou le conseil que tu souhaiterais partager avec nous sur cette collaboration entre start-up et grand groupe ? Je crois que la collaboration start-up grand groupe est le reflet de l'économie circulaire. Je crois que collaboration et économie circulaire, c'est intimement lié. Et je pense que l'économie circulaire nous invite à observer la nature qui utilise les déchets comme ressources. Alors au-delà du déchet, je pense que dans la collaboration start-up grand groupe, c'est pas le déchet qu'on va rechercher, mais je pense qu'il faut bien identifier les besoins de l'un de l'autre, de voir comment ils peuvent se compléter et comment ils peuvent fonctionner ensemble pour une meilleure gestion, non pas de la maison, mais de la planète. De son écosystème, de son environnement. Au même titre que ce que je disais, l'économie, c'est la bonne gestion de la maison. L'économie circulaire, relation start-up grand groupe, c'est comment on se complète, quels sont nos besoins réciproques, complémentaires, quelle est notre culture aussi, et comment tout ça peut se compléter pour une meilleure gestion. Je pense que si on travaille dans ce sens-là, après le reste suit. Merci beaucoup. Merci Guillaume, merci Nathalie, merci Pierre-Antoine pour avoir partagé ça avec nous. Il nous reste quelques minutes juste pour avoir votre retour d'expérience ou des questions sur ce sujet collaboration start-up grand groupe. Oui. J'avais une question sur le partenariat entre Danone et Lemon Tree. Savoir combien de temps ça avait pris pour mûrir et pour que le partenariat se noue. Et la deuxième question, c'était pourquoi 5 ans ? Pourquoi vous êtes... Tout à l'heure, vous avez dit on n'est pas marié pour la vie. Vous avez défini une durée pour faire évoluer le partenariat. Pourquoi vous êtes arrêté sur 5 ans ? Pourquoi pas 3 ans, pas 10 ans ? Alors, les Lemon Tree et Danone se connaissaient déjà et pour monter le projet, il a fallu à peu près 9 mois. C'est la durée qu'il nous faut pour designer le projet. Pourquoi 5 ans ? En fait, ça a été... donc le process de validation des projets en interne est un peu spécifique. C'est qu'on monte le cas avec un certain budget qui est demandé au fonds, d'autres fonds et un impact. Et l'impact sur le projet Lemonade, en fait, pour le fonds Danone pour l'écosystème, c'est d'avoir des centres qui sont montés dans 4 ou 5 villes en France, Paris, Marseille, Lyon et Lille. Et donc, en fait, nos décideurs, les gens qui valident le projet, ont demandé à le tronquer en 2 étapes pour d'abord vérifier le succès de la démarche au niveau de Paris et Marseille et ensuite la déployer au niveau des autres villes. Et pour avoir quelque chose de probant, donc ça arriver à une certaine solidité financière sur un site comme le site de Lemonade, on est sur entre 2 ans et demi et 4 ans en fonction de la maturité du projet et les villes. Voilà. Donc c'était le temps nécessaire pour démontrer en interne qu'on pouvait passer à une 2e étape. Et donc là, on est sur la 2e phase déjà. Ce qui veut dire qu'on a confiance dans le modèle. Voilà. J'avais une autre question, c'était ici ou juste derrière ? Oui, vas-y. Bonjour et merci déjà, c'était très très inspirant. Je trouve vos projets, ça donne de l'espoir pour la suite. Moi, c'est un retour d'expérience aussi. J'ai travaillé 2 ans en RSE dans une banque et je me posais déjà à l'époque la question que je vais vous poser maintenant. Est-ce que vous pensez que peut-être cette solution de collaboration avec les startups, c'est pour les grands groupes une façon aussi de fuir un peu ses responsabilités et de se reposer sur une solution de facilité quand la vraie solution se trouverait peut-être dans des programmes d'intrapreneuriat plus profonds
et l'implication de ses salariés, de ses collaborateurs au jour le jour, plutôt que de passer par des startups, des prestataires externes sur des projets de 0 à 5 ans et voilà, qui s'arrêtent au bout d'un moment. Merci. Je pense qu'il y a 2 questions dans celle que vous posez. Enfin, moi, je le traduis en 2 questions, vous me direz si je me trompe. La première, c'est d'abord, est-ce que les grands groupes ont la capacité de faire ce que les startups proposent? Voilà. Moi, je vois plutôt une agilité en fait à aller chercher des compétences là où peut-être on ne les a pas. Et pour vous dire vraiment, pour vous parler d'expérience, parce que ça fait 15 ans que je travaille au sein du groupe Danone, il y a des sujets qu'on essaye de craquer, mais depuis tellement longtemps, j'ai envie de pleurer. Et je suis sûre qu'on va nous trouver un entrepreneur qui va nous sortir ça. Voilà. Donc, moi, je le vois plutôt positivement d'être capable d'aller chercher la compétence là où nous, on n'a pas su la trouver. Hein. Voilà. Et après, votre deuxième partie de la question, c'était du coup l'engagement des salariés dans ces démarches-là. Et alors, là, c'est un autre sujet, mais on ne peut pas conduire une conversion, une transformation comme celle qui arrive dans des grands groupes sans avoir une politique d'engagement interne des salariés très forte. Alors, c'est une nécessité et en même temps, c'est très porteur. Donc, le Fonds Danone pour l'écosystème, à titre d'exemple, il représente entre 10 et 20% des filières de sourcing qu'on a. Donc, si on achète du lait, il y a 10% qui va être durable. Et en fait, nos initiatives, elles sont tellement marketées, elles ont une image tellement positive que tous les gens qui, en interne de Danone, essayent d'avoir un impact et ont un impact positif sur la planète, des fois s'en sentent vraiment frustrés. Donc en fait, l'enjeu, c'est plus d'arriver à coordonner tout ce qui se fait que d'engager les gens, parce que c'est partout. Et c'est demain. Je vous rejoins, les 5 à 10 ans qui viennent vont être un moment de transformation énorme, et dans les grands groupes aussi. Voilà. Pierre-Antoine, pour rebondir sur la question de l'intrapreneuriat, parce que toi, tu es un intrapreneur au sein de Saint-Darmor, quelle est ta vision sur ce sujet? Moi, ça n'a pas été je pense que ça n'a pas été un choix conscient. Je ne me suis pas dit, je vais aller dans un groupe pour intraprendre. Ça n'existait pas, ce terme-là, à l'époque. Et je ne pense pas que le groupe s'est dit, tiens, on va aller chercher des entrepreneurs pour entreprendre en interne. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été calculé. Après, ça s'est fait parce que je pense qu'effectivement, le groupe était ouvert à ça et qu'il y avait, et je ne suis pas le seul, il y a dans le groupe des gens qui ont envie d'apporter des idées et d'entreprendre. Après, est-ce que c'est fuir ses responsabilités ou pas? Je pense que ce n'est pas une approche qui est simple, et que ce soit le développer en interne ou bien collaborer avec des startups, je pense que c'est deux voies qui sont intéressantes et complémentaires d'ailleurs. Je pense qu'on explore aussi la possibilité de collaborer avec d'autres startups. Là, on collabore avec une startup en Californie parce qu'on n'a pas forcément la réponse sur toutes les technologies, les solutions à tout non plus. Donc, on ne peut pas tout développer de l'interne. Donc, il y a à la fois l'esprit, et puis à la fois aussi chercher les compétences et puis les technologies qu'on n'a pas. Voilà, je trouve que c'est 2 expériences intéressantes, et je crois qu'il y a des entreprises, je ne sais pas exactement lesquelles, mais qui justement lancent des programmes pour permettre à des employés d'entreprendre. Donc je trouve que ça, c'est chouette, parce que encore une fois, on revient à l'individu. Et puis je pense pour relier les objectifs du groupe en lien avec celui de l'individu. Donc si en fait quelqu'un peut s'épanouir dans un groupe en apportant des idées et en sortant des frontières et en entreprenant, c'est jackpot. Je rejoins un peu Pierre-Antoine sur cette question-là. C'est que, à mon avis, c'est une approche très complémentaire. Il y a certaines compétences que n'ont pas et n'auront pas les grands groupes, et ils doivent passer par des acteurs externes, et les startups leur donnent cette agilité, cette capacité à innover. Et en même temps, de plus en plus, on voit pas mal d'entreprises, notamment dans le concept d'entreprise libérée, laisser 20%, 30% du temps à leurs employés pour monter des startups au sein même de l'entreprise. C'est Google qui a lancé ça il y a 5-6 ans, en ayant ce programme intrapreneur où on laissait 20%, 25% du temps à l'employé pour créer son propre projet. Le seul critère auquel devait répondre l'employé, c'est que ce projet puisse nourrir l'innovation chez Google. Et petit à petit, ça s'est diffusé. Decathlon, avec son CEO Michel Abeler, est en train de mettre en place ce principe d'entreprise libérée. Chez Danone, ça commence aussi à rentrer. Au final, Emmanuel Faber, c'est presque un entrepreneur lui-même. Et donc, il y a vraiment cette complémentarité, ce besoin à la fois d'avoir des startups qui viennent apporter leur expérience, mais ce besoin d'entrepreneuriat aussi. Oui.
Bonjour, Isabelle Dor. Moi, je ffais du conseil en emballage, en éco-conception, mais je suis aussi responsable d'une association environnement. Et c'est plutôt... alors, on n'est pas une start-up. Et ce qui m'a intéressé dans ce que Nathalie et Bernard Grange a dit, c'est que le lien avec le public aussi l'intéresse. Donc moi, ce qui m'a intéressé dans cette table ronde, c'est en fait comment faire du réseau pour les gens qui n'ont pas beaucoup de visibilité. Et là, par exemple, je pensais à des habitants en Russie, justement près du lac Baïkal, qui s'affolent parce qu'il y a beaucoup de déchets, il n'y a rien qui est mis en place, qui nous ont demandé si on pouvait faire quelque chose. Moi, je ne sais pas du tout vers qui les envoyer. Je n'ai pas les moyens. Donc, c'est intéressant de savoir, voilà, est-ce qu'on peut flécher, peut-être, ce n'est pas des start-up, mais peut-être qu'une association peut rencontrer une start-up, peut rencontrer un fonds pour monter quelque chose. Donc, je ne sais pas, voilà, où est-ce qu'on peut trouver ce genre d'informations? Je ne sais pas de façon générale sur la Russie, je sais vous répondre parce qu'il y a une association en tout cas nous le point d'entrée ce serait une association d'industriels qui se met en place qui s'appelle Ruspec sur la Russie pour construire une responsabilité autour du recyclage en Russie et le co-construire avec le gouvernement autant que possible. Voilà, donc là j'ai la réponse très concrète sur ce point-là parce que je connais un peu la Russie, un tout petit peu en plus. Mais, et après, de façon générale, en tout cas, je sais que nous, on a des maillages territoriaux avec nos business et on a des personnes qui travaillent dans les affaires publiques. Et donc, c'est pour ça que la Sustainability chez Danone s'est organisée à la fois avec des fonds, mais aussi des personnes qui travaillent sur la sustainability en affaires publiques pour être connectées au niveau du territoire avec les instances publiques, etc. Donc, on a des personnes qui travaillent en affaires publiques, affaires publiques Russie, Danone, sauront vous parler de la situation du recyclage en Russie. Ouais. Et j'invite à essayer de contacter ces gens-là pour avoir des conversations avec eux parce que c'est ce qui nous fait avancer pour co-construire des coalitions. Et j'insiste sur ça. On n'a pas tous une connaissance à 360 des sujets et il faut qu'on la capte chez les uns et chez les autres pour qu'on construise les solutions. Ouais. Il y a l'association Auré qui est sur l'économie circulaire. Il y a Citeo. Vous leur posez la question. Eux, ils connaissent les organismes européens qui pourront petit à petit... Voilà, il faut remonter un peu la chaîne, que ce soit pour la Russie ou pour tout autre pays dans le monde. Et puis après, il y a Circulaire qui a fait le tour du monde, qui connaît pas mal aussi de projets à travers tout le monde. Mais voilà, le but, moi, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, quand j'ai besoin de trouver un contact, je remonte la chaîne petit à petit. Et puis après, il y a toujours LinkedIn, qui est une vraie source d'inspiration et de contact, si vous voulez. Merci. Et peut-être pour rebondir sur ta question, nous, en tout cas, dans le Tour du Monde, ce qu'on s'est rendu compte, c'était vraiment, pour apporter des solutions, la mise en place d'écosystèmes de solutions. Et dans chaque pays, on a réussi à identifier ces écosystèmes d'associations, de start-up, d'entreprises et d'institutions publiques qui travaillent en collaboration pour apporter des solutions. Et nous, comment on identifiait dans chaque pays ces projets-là, c'était de trouver justement cet écosystème de start-up ou d'associations qui pouvait nous apporter des solutions. Et c'est quelque chose qui est en train de se monter. On est dans une économie écosystémique et de plus en plus, il y a des plateformes collaboratives de solutions qui se mettent en place. Et c'est de l'intelligence collective assez puissante. Et vraiment, le facteur clé de succès, pour le coup, c'est savoir identifier ces écosystèmes et les utiliser parce qu'ils sont vraiment dans cette logique de partage. Et on peut aussi bien leur demander qui répondent à nos besoins, mais aussi quand on rentre dans cet écosystème, c'est du win-win, on peut leur apporter nos compétences et j'imagine qu'en tant que consultant potentiellement RSE, il y aurait pas mal de choses aussi à leur apporter. Donc c'est vraiment identifier quels sont les écosystèmes dans chaque pays. Make Sense, Circulaire, Auré permettent notamment de se connecter avec pas mal de solutions. Oui, tu avais une... Pardon ? Ok, alors peut-être juste une dernière question. Non, donc, moi je voulais juste dire, j'étais très intéressé par la question sur les freins. Et moi j'en ai un qui me vient à l'esprit.
qui est très relié à ce que vous avez dit sur le fait qu'il n'y a pas que les dirigeants d'entreprise qui sont intéressés, il y a aussi les gens à l'intérieur de l'entreprise et les publics. Moi, il se trouve que je connais bien Emmanuel Faber et que j'ai développé un projet avec Danone dans l'inclusion du handicap, ce qui n'a pas marché. Emmanuel Faber m'a expliqué pourquoi, etc. après. Mais ce que je me dis, c'est qu'il y a aussi des freins chez les salariés. C'est-à-dire que les patrons ont une vision en général, et donc toute cette économie circulaire est aussi beaucoup une affaire de vision. Donc c'est plus facile pour un patron d'appréhender cette vision. Les salariés, et notamment les syndicats, qui peuvent parfois être des freins dans le travail avec les startups. Pourquoi ? Parce qu'une startup, ça peut détruire de l'emploi. Et on le voit bien à travers toute la logique d'Uber, etc., que la startup, c'est aussi un marqueur de destruction d'emplois par la modernisation, par la digitalisation, etc. Et donc tout d'un coup, je me dis que, attention, il ne faut pas... vous avez cité 80% des patrons sont convaincus, oui, ça c'est très bien, mais aucun programme ne marche si derrière les salariés n'adhèrent pas. Et aujourd'hui, je pense que le taux d'information et d'adhésion des salariés dans les boîtes est extrêmement faible et que les syndicats ne jouent pas toujours le jeu. Moi, je le vis dans le handicap, mais je suis sûr que dans d'autres domaines, c'est très vrai. Et donc, voilà, ça, pour moi, c'est un vrai frein aujourd'hui au développement et du travail avec les startups et du développement de l'économie circulaire, etc. Et du coup, la solution que tu proposerais, et toi, un levier pour accélérer cette coopération, c'est la sensibilisation. Alors, la sensibilisation, je ne sais pas. Moi, je crois beaucoup au modèle. C'est-à-dire que de créer des vrais modèles qui marchent, qui sont pérennes, qui sont profitables, etc. Parce que je me méfie aussi des discours qui disent oui, alors l'économie circulaire, c'est vachement bien, et d'ailleurs, il faut faire que des trucs autour de soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de discours dogmatique. Le commerce, c'est vachement bien aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un port ici à Marseille. Marseille existe parce qu'on a commencé à aller commercer avec des gens à l'autre bout du monde pour amener des choses, etc. Le progrès n'aurait pas existé si on n'avait pas su importer des matières premières de très loin aussi pour construire des téléphones mobiles, des ordinateurs avec lesquels vous travaillez tous, etc. Donc il faut faire attention de ne pas avoir de discours dogmatique. Il faut expliquer les choses et créer des modèles qui économiquement sont convaincants. Voilà, et c'est vrai pour moi dans le handicap, c'est vrai, moi j'ai créé une entreprise qui a 50% de personnel handicapé et qui appartient au milieu ordinaire, c'est-à-dire qui n'a aucune aide, aucune subvention. Pour moi, ça c'était ma volonté, c'est de construire un modèle. Après ça, l'entreprise adaptée, c'est autre chose, c'est très utile, il faut des entreprises adaptées, mais ce ne sont pas des modèles d'économie à long terme. Vous arrivez en Angleterre, il n'y a plus d'entreprises adaptées ou de milieux protégés. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention parce que l'économie sociale et solidaire, est-ce qu'on rend vraiment service à tout ça en parlant d'économie sociale et solidaire ? Non, toutes les entreprises sont sociales et solidaires. Elles créent tous de l'emploi, elles font vivre des familles, etc., etc. Ce qu'on veut, c'est surtout convaincre toutes les entreprises de rentrer dans ces logiques-là. Bien sûr, et pour rebondir là-dessus, et puis on va peut-être finir parce que sinon on va se faire mettre dehors, je crois, mais l'économie circulaire, elle est locale, c'est-à-dire qu'on utilise, enfin, il y a une partie de connaissances qui vient au niveau, enfin, qui est internationale. L'idée du local, c'est pas de faire de la décroissance ou de revenir à juste quelque chose qui est fait sur le territoire. Si on peut le faire, on le fait sur le territoire, mais évidemment, il y a plein de compétences qui ne sont, ou de produits, ou de... Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette ouverture sur les connaissances et les compétences, mais si c'est possible de le faire en local, on le fait en local, et si c'est pas possible, et il y a pas mal de choses qui ne sont pas possibles à faire en local, on le fait au niveau international. Ça, complètement. Merci à tous. Merci d'être là. Je vous applaudis. Et puis bonne continuation et bonne journée sur le Forum Reset. À bientôt.